Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik. C'est moi, salut Steph. Ça va ? Ouais, ça va. Et écoute, ça va, ouais. Et en fait, on va parler de Sans retour de Walter Hill, Ouais. qui est une de tes propositions, en fait. Un film au titre anglais imprononçable pour un spectateur français Sa- lambda. Southern- Southern Comfort. Southern Comfort. Ouais. Voilà, qui est en fait le nom d'une liqueur qu'on fabrique dans le sud du pays, En Louisiane, quoi. ouais. Voilà. Parce qu'il y a un titre d'ailleurs un petit peu ironique, puisque c'est un survival Ouais. qui parle en gros d'une escouade de militaires qui se retrouvent en prise avec des Cajuns. Ouais. C'est C'est une garde nationale, je crois. C'est même pas tout à fait des militaires. Voilà. En Ouais. tout cas, ils sont armés Ouais. et ils foutent un peu le bordel. En fait, et- ils font comment on appelle ça, un exercice, Un exercice, ouais. avec des balles à blanc, où ils doivent quadriller les marais Les Cajuns, marécages, voilà, ouais, qui ouais. sont cet énorme marécage qui est en plein milieu des États-Unis, et décident à un moment donné de prendre des canaux pour se faciliter la vie, quoi, parce qu'ils doivent, plutôt que de marcher comme des cons, et donc avec l'aide de gens du coin pour les aider à traverser. Et il y a un des jeunes gars qui veut déconner parce qu'il sait qu'ils sont chargés à blanc et qui se met à faire semblant de tirer sur les Cajuns, quoi. Et les Cajuns prennent peur et ils se défendent. Voilà. Et à partir de là, il y a un mort. Donc la guerre est déclarée et on a nos couillons qui sont avec leurs balles chargées à blanc, perdus dans un territoire qu'ils ne maîtrisent absolument, qu'ils connaissent pas, dans lequel vit une population qu'eux voient quasiment comme une population étrangère, en fait, quoi. Bah, après, les Cajuns, c'est un peu particulier aux États-Unis. C'est quand même, comment dire, même nous, pour les Français, on n'arrive pas à les comprendre forcément ce qu'ils disent, quoi. Même si dans le film, c'est plutôt des acteurs américains qui jouent les rôles en général, sauf Ouais. vraiment la communauté qu'on voit à la fin du Ouais, film. tout à fait. Ouais. Voilà. Mais voilà. En tout cas, ce qui est, alors moi, je l'ai revu du coup en fait avec un grand plaisir, quoi. C'est vraiment un film très très sec. Mhm. J'ai un peu envie de dire comme d'habitude avec Walter Hill, hein. C'est un réalisateur que j'aime bien parce que c'est pas forcément le plus grand réalisateur au monde, mais c'est clairement un mec en fait qui est no bullshit, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait il va vraiment aller à l'essentiel dans ce qu'il veut raconter, et ça s'en ressent en général dans la plupart de ses films, quoi. En fait, c'est effectivement... ici à Capture, on n'a jamais considéré Walter Hill comme un cinéaste d'exception au sens purement esthétique du terme. Par contre, c'est un scénariste d'exception, et c'est quelqu'un qui même a créé quelque chose qui n'existait pas tellement dans le scénario à l'américaine, qui a été ce qu'on pourrait résumer par le sens du haïku. Il est très célèbre pour ça, c'est-à-dire que ces scénarios, quand tu ouvres une page, il y a pratiquement... Il y a 15 mots sur la page, quoi. Mais en fait, dans les 15 mots, il n'y en a pas un seul qui est en trop. Et en fait, il te laisse la place, en tant que lecteur, d'imaginer le film qu'il y a derrière ces mots essentiels. Et donc, effectivement, un tel exercice de scénariste, ça nécessite d'écrire et ensuite de couper comme un malade tout ce qui dépasse tous les le gras, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, ça donne à ces films comme ça un côté, aller droit à l'essentiel. Mais qui se retranscrit finalement même dans la mise en scène, dans l'absolu, puisque c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément de la haute volée, on va dire, voilà, mais c'est jamais en fait en trop, c'est jamais mal filmé en fait en soi. Donc voilà, à part il y a des films plus mous que d'autres, hein, dans l'absolu évidemment, que ça c'est évident qu'il est moins impliqué dans 48 heures de plus par exemple que dans Sans retour, quoi. Mais voilà, alors pour resituer un petit peu, c'est un film qui est sorti en 81, Ouais. qui a été un gros bide, hein, un peu partout dans le monde, parce que en fait fondamentalement c'est un film que les studios n'ont pas vraiment voulu produire, c'est un film indépendant. Oui. Et pourtant c'est un de ces films qu'il a fait juste après Les Guerriers de la Nuit, qui avait été un succès, quoi. Alors, il y avait eu Les Guerriers de la Nuit qui avait été un succès, mais il avait aussi un énorme carton dans les pattes, Walter Hill, à l'époque. Et ça, on a tendance à l'oublier très, très régulièrement, qui s'appelle Alien, Oui. et qui est quand même une franchise qui lui a assuré des rentes financières certaines. En fait, ce qui est intéressant avec Walter Hill, c'est que c'est un gars qui dans les années 70 était associé malgré lui presque à toute cette vague du nouvel Hollywood, de gars qui ont été bercés à la fois par le cinéma populaire américain d'après-guerre et un cinéma européen beaucoup plus autorisant, et qui s'est toujours un peu situé
dans un entre-deux, on va dire. Par moment, quand on voit certains de ces films des années 70, on se dit il aurait presque pu virer Terrence Malick. Presque. Non, mais au sens où c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'esprit de la capitale hollywoodienne, quoi. Il est pas à sa place dans ce monde-là dès le départ. C'est pas d'aujourd'hui que voilà, c'est quelqu'un qui a une énorme indépendance d'esprit. En France, on le cataloguerait assez rapidement dans les anarchistes de droite, quoi. Alors qu'il est ni de droite ni de gauche, il s'en bat les couilles, effectivement. Bon, il a un côté maverick, en tout cas, ça c'est sûr. Quoi. Et c'est pas le genre de type à devenir un mondain et à faire sa place à Hollywood. Néanmoins, de par son talent de scénariste, il a été très vite indispensable et il a contribué à écrire les années 70, c'est évident, notamment avec sa collaboration avec Peckinpah sur The Getaway, quoi. Guet-apens, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que moi, pour revenir un petit peu sur Sans Retour, qui existe. Alors, si vous voulez le voir, c'est assez étonnant. Je crois qu'il est sur Amazon. Et je crois que le titre, c'est une traduction directe. Alors, il n'y a que la VF. Et je crois, alors, je ne vais pas les vérifier du coup, forcément, mais je sais qu'il est dessus, sur le Amazon Prime. Et le titre, en fait, a changé. C'est Les Joies du Sud. Ouais. Savoir pourquoi, tu vois, voilà. Avec une très belle, je crois que sur la cover, en fait, c'est comment il s'appelle, c'est Keith Carradine, tu vois. T'as presque l'impression que c'est une bluette, tu vois. Et évidemment, donc, ce n'est pas du tout ça. C'est un film qui paye pas de mine de rien quand t'es en train de le regarder, parce que tous les trucs qu'il met en place, en fait, finalement, il les met très rapidement au début dans la façon dont même le groupe même de militaires ils tiraillent entre eux, et suivant la marche à suivre, en fait, vis-à-vis des conneries qui ont été faites. Et parce que c'est clairement de leur faute, en fait. C'est ce qui leur arrive sur la gueule, c'est vraiment ils l'ont cherché, quoi, entre guillemets, quoi. Mais ils ont un peu foutu la merde. C'est-à-dire que t'as des persos qui sont plus malins que d'autres, mais t'en as certains qui sont un peu cons comme leurs pieds, quoi. Notamment justement celui qui déclenche l'incident, quoi. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, quelque part, ils finissent par s'entretuer avant même, en fait, de tomber sur les Cajuns, quoi. Et c'est ça qui est bien fait, c'est que tout est cohérent. C'est-à-dire le moment où tu as une confrontation, par exemple, entre Powers Booth et Fred Ward, cette confrontation, tu fais, mais ça tombe sous le sens, en fait, quand tu es en train de regarder le film, quoi. C'est attendu, en fait, la tension, elle était là, quoi. Ouais. Et du coup, il y a ce truc qui est que tout ça, c'est des mises en place très discrètes, je trouve, parce que c'est un cinéaste assez discret, je trouve, voilà, mais qui en fait sont extrêmement payantes avec 3 fois rien, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est 3 fois rien, et pourtant tout est là en sous-main, comme tu me disais, en fait, peut-être hors antenne, je crois. Tu me disais, c'est un cinéaste, en fait, qui fait des films qui sont même très fouillés psychologiquement. Ouais. Et ce qui, encore une fois, c'est pas du tout la façon dont il est perçu par la critique, même par le public, parce que c'est quelqu'un qui fait des films assez secs, assez directs, des séries B d'action, en fait. On sait bien que la critique, elle a besoin que tu lui soulignes les choses au marqueur, sinon elle comprend pas de quoi tu lui parles. À l'inverse du public le plus large, qui lui va voir les films et se repose sur son intelligence émotionnelle pour comprendre ce qu'il est en train de regarder. Donc effectivement, quand tu écris à l'économie, quand tu vas directement à l'essentiel, ça veut dire que tout ce que tu as coupé, c'est en creux dans ton histoire. Ça n'a pas disparu de ton histoire. Donc d'ailleurs... Fred Cavaillé fait la même chose avec Guillaume Le Mans. C'est littéralement leur méthode. Ils écrivent des sous-intrigues qu'ensuite ils virent. Mais en fait, la sous-intrigue, elle est toujours là, comme par magie, parce que le spectateur remplit le trou. Il voit qu'il y a un trou, il le remplit et avec son intelligence émotionnelle. Et le style de Walter Hill, il est vraiment basé là-dessus. Un film comme The Driver, effectivement, si tu suis la trame narrative, c'est un film de con, quoi. Ça veut littéralement rien dire. Et en même temps, tout le film te parle de ce que ces personnages ont dans la tête et ne disent pas, tu vois, qui va justifier ensuite que... Mais à la limite, celui-là, ce qui est étonnant, c'est que c'est un de ses films les plus stylisés. Oui, je parle de ce driver là. Mais moi je trouve que Sans Retour est stylisé. Il y a déjà, on a Drew Laszlo à la photo, qui est pas non plus on va dire le dernier chef-op au monde, quoi. Et l'utilisation du décor, elle est quand même, pour l'époque, je la trouvais relativement magistrale, quoi. Au sens où il a une présence dans chaque plan, de la façon avec laquelle il enferme les personnages. Moi, je suis jamais été fan des longues focales. Bon, c'est un
truc que Walter Hill affectionne tout particulièrement parce que c'est quelqu'un qui est très proche des comédiens. Donc il a tendance à bien faire le point sur eux et à flouter le reste. Mais dans Southern Comfort, il s'efforce quand même de pas mettre trop de flou pour que justement on sente qu'autour d'eux il y a toujours un truc qui les entoure. Et comme c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup ce genre de récit où les héros doivent littéralement combattre leur propre environnement, c'est le sujet de The Warriors, c'est le sujet d'Alien. Voilà, à cette époque-là, et même Driver au fond raconte d'une certaine façon l'histoire d'un mec pris au piège. Voilà. Ouais. C'est des films de groupe. Hein. C'est-à-dire qu'il est un petit peu connu pour ça. En tout cas, à cette époque-là, il a peut-être un peu lâché ça après derrière parce que j'imagine que ça change au fur et à mesure en fait dans ce qui est attendu au cinéma. Mais c'était clairement des films de groupe qui faisaient à ce moment-là. Et il y a un autre truc aussi que je trouve assez intéressant, c'est que, alors déjà, enfin, tu disais c'est un type qui fait ce qu'il veut un peu, tu vois, qui a un esprit d'indépendance, mais c'est aussi un type qui a pas peur. C'est-à-dire que ça, c'est aussi très intéressant, c'est que c'est un cinéphile. Hein, je pense qu'il a un côté cinéphile, mais en tout cas, il aime un certain cinéma. Et il a pas peur en fait de s'y frotter, même s'il y a des entre guillemets plus grands films que les siens. Voilà, par exemple, en l'occurrence, même s'il y avait eu une grosse vague survival à cette époque-là, et que en fait son retour s'inscrit dedans. Enfin, la borne à cette époque-là, c'était Délivrance. Voilà, et en fait, en gros, il fallait quand même se dire que il fallait se frotter à ce film-là. Et c'est un film qui est complètement différent finalement hein, dans sa même conception. Même si à la sortie du film, c'était évident que les gens tiraient le trait, d'autant que au même titre que Délivrance, quand tu regardes un film comme Sans Retour, il est à la fois en train de te raconter une histoire telle quelle, donc, au sens où c'est un film presque d'exploitation. Voilà, il utilise son sujet jusqu'au bout, mais en même temps, tu sais qu'il est en train de... Enfin, tu sais... T'as l'impression qu'il est en train de te raconter autre chose, sans que tu saches exactement quoi. Donc évidemment, quand le film est sorti, tout le monde a fait le rapport avec la guerre du Vietnam, mais pas forcément au mode il nous raconte le Vietnam de façon détournée, plutôt en mode le Vietnam c'est une violence que l'Amérique a cru exprimer à l'extérieur de son territoire, qui en fait a toujours été présente chez elle. Tu vois, c'est presque, il y a des gens à l'époque qui considéraient que le film disait que finalement la guerre du Vietnam n'aurait pas eu lieu, ça aurait été le même topo, le pays se serait écroulé de la même façon. Et parce que justement, c'est un pays qui n'a pas encore pensé toutes ces plaies béantes, ces cicatrices et ces divisions. Encore une fois, le fait que les Cajuns sont vraiment, dans le film, des Indiens, quoi. Ils appartiennent pas à la société américaine. Et surtout, à part donc, alors on va peut-être un petit peu spoiler, mais c'est un des points intéressants justement du film, c'est que, comme on disait, c'est quelqu'un qui a pas vraiment d'affrêterie. Donc en fait, tu pourrais croire que une des directions que ça pourrait prendre, c'est que finalement, en fait, comme ils se connaissaient pas, en fait, les Cajuns les laissent partir ou un truc comme ça à la fin, tant qu'ils les emmerdent plus, tu vois. Mais c'est pas du tout le fonctionnement de Walter Hill, quoi. C'est un western, le film, ça c'est sûr et certain. Et le truc aussi, c'est que il y a cette espèce d'approche où finalement, t'en as un qui les représente, qui est joué par le Brian. J'ai un trou. Je me souviens plus non plus. Le Léon dans Blade Runner. Brian James, merci. On connaît que lui. Je veux dire qu'il les représente clairement, mais en fait, t'as 4-5 personnages qui les suivent, on les voit jamais. Et d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, tiens, mais de loin, je me suis dit, tiens, on dirait Jesse Ventura. Non, pas Jesse Ventura, Sonny Landham, pardon, dans l'Indien dans Predator. Et c'est lui, en fait, qui apparaît à la fin dans le film et qui est effectivement un des mecs qui les traquait. Mais en fait, c'est des personnages, c'est un peu, en fait. Voilà, un truc de western où en gros il y a une espèce de logique d'état de siège, même si le personnage bouge, et qu'en fait on voit jamais la menace en face, quoi. Donc oui, c'est clairement des Indiens. Après il y a cette logique aussi, je pense, qui est propre, qui fait qu'on peut faire l'allégorie avec le Vietnam, qui est propre à l'idée que ce groupe de militaires est complètement en terrain inconnu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait ils connaissent totalement dépassé, voilà, et qu'ils connaissent absolument pas le terrain, contrairement à leurs ennemis. Et t'as en fait cette conclusion assez forte, je trouve, en fait, où ils se retrouvent littéralement dans une ville cajun, et que c'est là en fait où le récit explose, quoi. Voilà, c'est le climax du film, quoi. Et avec en plus des images, alors je sais pas si tu te rappelles, mais des images quasi doc.
Ouais, parce qu'en fait, il bute des animaux et la façon dont c'est fait, tu te dis en fait, il les bute vraiment. Je crois pas qu'il c'est quand même assez. Alors c'est bien fait, tu vois, parce que c'est vraiment. Comment dire, même si le film c'était une production indépendante, à l'époque, c'était déjà très surveillé les tournages américains à ce niveau-là. C'est peut-être intéressant effectivement d'insister sur le fait que c'est produit par cette boîte qui s'appelait Cinema Group, qui était une compagnie qui avait été fondée par Venetia Stevenson, qui était la fille du réalisateur du studio Disney, Robert Stevenson, et qui en fait avait une enveloppe de $30 millions pour justement développer des projets hors studio. Et il venait de faire un film assez politique en fait, qui est sorti en France sous le titre Ça passe ou ça casse. Voilà, qui était Take This Job and Shove It. Donc à mi-chemin entre la comédie paillarde, on va dire, mais en même temps avec Barbara Hershey, tu vois, donc des trucs un peu auteur, intello, voilà. C'était qui ça? Je connais, ça me dit rien. C'est un film de Gus Triconis, un truc complètement oublié, quoi, mais à mi-chemin, encore une fois, je te dis, entre le film d'exploitation et le film à sujet sérieux. Et donc ce Southern Comfort qui en fait rentre pas trop dans une case. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a pas marché à l'époque, parce qu'il y avait à cette époque-là une vague de films d'exploitation autour du post-Vietnam. Je pense notamment à un film comme Le droit de tuer, The Exterminator. Et puis bien sûr, il va y avoir First Blood qui va arriver derrière et qui va absolument tout défoncer. Mais il y avait il y a eu une mini-vague, en fait, de traumatisés du Vietnam qui pètent un plomb, qui se mettent à tout défoncer. Donc, c'était entre le Vigilant Movie et le Survival, etc. Et le film, il a un peu été vendu comme ça, sauf qu'il ne l'est pas. C'est effectivement un Survival. Non, c'est pas vraiment un Survival. Enfin, c'est un Survival, mais c'est le truc, en fait, c'est encore une fois, c'est que cette allégorie aussi sur le Vietnam, c'est que, parce que Rambo, c'est un vétéran du Vietnam, alors que là, en fait, c'est jamais mentionné le Vietnam dans son retour. Cette allégorie sur le Vietnam, Walter Hill savait très clairement ce qu'il était en train de faire, mais par contre, il est le premier à dire qu'il ne veut pas, en fait, que ça soit pris comme ça. Et pour une raison très simple, à mon sens, comme on l'a dit encore une fois, un cinéaste, en fait, no bullshit, quoi. C'est un mec qui se prend pas la tête sur ce genre de truc, en tout cas, qui a pas l'air de le faire. Je pense qu'il veut pas, justement, qu'on tire beaucoup trop, cette allégorie pour justifier les qualités du film, tel qu'un critique pourrait le faire dans l'absolu. Et je pense que c'est compréhensible quelque part, en fait. Du tout dans la démarche. Il n'est pas là pour commenter l'actualité ou l'histoire. Ça l'intéresse pas. C'est un mec, effectivement, qui veut faire des westerns. Walter Hill, à l'époque, il en a fait un, d'ailleurs, Le Gang des Frères James, avec déjà Keith Carradine. Et sa relation d'ailleurs avec Keith Carradine va continuer sur son retour, justement basé un peu sur le personnage qu'il avait joué dans le gang des frères James. Mais lui, il pense en tant que scénariste, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnages, il les confronte les uns aux autres. Donc, Carradine, il joue une espèce de cynique, on va dire quasi aristocrate, c'est-à-dire qu'il prend la... Mais voilà, lui, en tout cas, il disait qu'il l'avait conçu comme ça. Un citadin. Un citadin, qui est détaché en fait de la gravité de l'événement, là où Powers Booth est quelqu'un qui se voudrait en tout cas rationnel et qui est complètement effaré par l'irrationalité de la situation. Ils sont quand même littéralement en train de faire la guerre pour rien, littéralement pour rien. Il s'est rien passé. Il y a juste une blague qui a mal tourné. Mais cette blague qui a mal tourné, elle enclenche une mécanique irréversible qui est celle de la confrontation et qui donc justifie que tout le monde se massacre, quoi. Et qui révèle les caractères de chacun et quelque part, j'ai envie de dire, la philosophie de chacun en fait, dans leur fonctionnement vis-à-vis de comment percevoir ce qui est en train de se passer, quoi. T'en as un qui est un espèce de, en fait, qui donne pas du tout cette impression-là, mais qui devient l'espèce de fou religieux vengeur, qui pourrait en plus devenir catatonique derrière. T'en as un, c'est le crétin de base, il suit qui suit, quoi. Enfin, donc t'as plein de... En fait, c'est aussi ça qui est vachement intéressant dans l'écriture, c'est que mine de rien, en fait, dans un film de groupe, il gère très très bien chaque personnalité, c'est-à-dire que tu te rappelles pas forcément de leur nom quand tu regardes le film, mais par contre tu te rappelles clairement de leur personnalité et de la façon dont ils fonctionnent, sans que ça soit en plus quelque chose de totalement
à la serpe, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment plus fin que ça en a l'air, quoi. Bah, c'est tout simplement bien écrit. C'est-à-dire que en fait, tu regardes le film et à aucun moment tu questionnes leurs actions et leurs réactions. C'est là que tu vois que ça a été bien écrit, parce que tout semble naturel et coulé de source, où tu te dis, bah, si j'étais dans la situation, effectivement, est-ce que je ferais probablement cette connerie, j'aurais probablement cette décision trop rapide, etc., quoi. J'analyserais mal la situation. Et ça, c'est des qualités d'écriture de ce niveau-là. Hélas, là, on va jouer au vieux con. Elles se sont perdues, quoi, parce que justement, cette génération à laquelle Walter Hill appartient, encore une fois, j'insiste là-dessus, elle était à cheval entre plusieurs mondes, qui était celui de l'exigence narrative solide du cinéma américain d'après-guerre, et laisser, on va dire, toute une inspiration psychologisante infusée, ça plutôt du côté de l'Europe, voire du côté du cinéma asiatique, et ils ont été, Walter Hill et d'autres ont été la synthèse parfaite de... Je mettrais dans la catégorie aussi un mec comme Paul Schrader, même si en tant que réalisateur il est encore moins intéressant que Walter Hill, mais en tant que scénariste il a amené aussi cette fusion en fait entre le... Et puis à cette époque-là il a quand même quelques films majeurs, machins, voilà, bien sûr. Taxi Driver en premier évidemment. Mais effectivement au moment où le film se fait, on est dans un comment dire une métamorphose du système hollywoodien. Les années 70 en réalité sont finies, même et Sans Retour c'est quelque part un film des 70s. Walter Hill, il a pas, c'est pas. Je pense qu'il est perçu comme ça en tout cas. Hein. Oui, mais Walter Hill a été associé à tout un côté un peu geek parce que il a fait des films dans les années 80 qui ont été des marqueurs culturels. Bon, déjà, avant ça, il y a eu Les Guerriers de la Nuit, qui est devenu tellement culte pour les gamers, etc., que c'est devenu presque une pépite geek en soi. C'est culte Les Guerriers de la Nuit pour une raison très simple, c'est qu'en fait, en gros, ça a donné le là à certains jeux. Il a inventé un genre vidéoludique malgré lui, mais du coup, même à l'époque, avant qu'on réalise l'impact qu'il avait sur le vidéogame, Les Guerriers de la Nuit était déjà un truc de nerd, on va dire, en tout cas populaire. Mais si tu veux, on te dit jamais que Walter Hill a bossé avec Peter Bogdanovich. Tu vois, et que quelque part il était presque plus proche de cette tendance en fait que c'était pas Spielberg, clairement pas. Et si ça avait été Spielberg, il aurait très bien placé ses billes dans les années 70 pour justement aborder les années 80 en tête à tête confiance. Là en réalité c'est plus où il est, quoi. Et il fait ce film à une période où justement il cherche sa place. Il va faire des choix, et les choix qu'il va faire, ça va être effectivement d'essayer de devenir un gun for hire, quoi, un réalisateur à vendre, et il va se vendre en fait, enfin faire son film le plus célèbre pour les majors, qui est 48 heures. Mais il y aura aussi Comment voler $1 million avec. Mais ce qui est intéressant avec ces films-là, c'est que c'est quand même. Oh, alors celui-là, c'est le comment dépenser $1 million par jour, le Richard Pryor. Ça, c'est un peu étrange dans sa carrière. C'est un peu à part, quoi. C'est parce que c'est vraiment la période de sa vie où il se dit, est-ce que voilà, si je veux continuer à être un réalisateur de studio, est-ce qu'il faut que je fasse ça, une comédie ou un truc. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, par exemple, un film comme 48 heures, et c'est ça pour le coup, j'en avais parlé avec son scénariste, qui est Steven de Souza. C'est clairement en fait un film sur lequel il y a eu des tiraillements entre ce que voulait faire Walter Hill et ce que voulait faire Steven de Souza et ce que voulait faire Joel Silver. Et du coup, selon Steven de Souza, celui qui a eu gain de cause, c'est Walter Hill. Hein. Donc c'est là aussi où c'est intéressant de se dire que c'est effectivement, il a une logique de mercenaire, il peut avoir une logique de mercenaire par certains côtés, mais en même temps, tout en essayant vraiment d'avoir le beurre à l'argent du beurre, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué, parce que encore une fois, moi je trouve ce personnage très paradoxal. Il aurait très facilement pu dès la fin des années 70 séduire la critique new-yorkaise et la critique française aussi. Le Gang des Frères James, c'est un film qui a été bien accueilli par la critique, et en tant que scénariste, il était reconnu comme quelqu'un de valeur. Le jour où on lui file un chèque en blanc, la seule fois de sa carrière on lui a donné un chèque en blanc, il te fait le film le plus concept pop rock jukebox du monde, qui est Les Rues de Feu, qui en plus est un bide. Mais alors, ça c'est vraiment une note d'intention qui est je veux que personne me respecte. C'est allez tous vous faire foutre. Donc il est étrange, et Sans Retour pour moi c'est le dernier film de Walter Hill qui sait qui il est en fait. Il sait ce qu'il est, ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il peut faire. C'est un réalisateur de western néo-moderne, rattaché à la tradition hollywoodienne, mais en même temps nourri
par des choses qui viennent plutôt du cinéma européen et réussit à te faire un film bien troussé comme les Américains seuls savent le faire, qui parle d'autres choses mais de façon suggestive sans te donner de leçons, qui ne t'offre même pas une fin fermée en fait, qui te laisse un peu sur un point d'interrogation ou des points de suspension. Donc c'est ça, à la fois populaire et qui prend pas son public pour un idiot. Moi, je rajouterais une petite chose, c'est que je trouve que c'est quand même quelqu'un qui, mine de rien, même avec le charme de sa discrétion, en fait, maintient une vraie personnalité, c'est-à-dire à travers son cinéma. Alors, bon, il y a des mauvais films, clairement. Par exemple, Johnny Bell Gueule, c'était pas terrible, avec Mickey Rourke. Ça, c'est bien après. C'est bien après. Oui, mais même encore, je pense jusqu'à un certain point. On parlait tout à l'heure du fait qu'il s'inscrit dans le sillon de délivrance sans avoir peur, en fait, de s'attaquer à ce qu'il pourrait considérer comme un monument, quoi. Mais en fait, il a fait encore plus couillu presque, c'est pas forcément un grand film, Dernier recours par exemple, c'était Last Man Standing, mais c'est un remake de Pour une poignée de dollars qui était un remake de Yojimbo, et en fait il a pas peur de s'attaquer quand même à ce qui sont probablement deux de ses maîtres, quoi. C'est-à-dire Kurosawa et Sergio Leone, et le film est moins bon que ces deux films là, clairement, c'est un film avec Bruce Willis, de studio, mais c'est un film qui a sa personnalité et qui est celle de Walter Hill, mine de rien. Et donc, en fait, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a un autre film qui a beaucoup compté pour Walter Hill, c'est Le Point de non-retour, Point Blank, et notamment pour son écriture. Et justement, ce dont on parlait tout à l'heure, de cette idée de débarrasser tout le superflu pour aller directement à l'essentiel. Point Blank, c'est un modèle du genre, quoi. Et pourtant, c'est un film d'auteur, quoi. Pour le coup, c'est vraiment... Justement, mais c'est un film d'action de pur genre qui, pourtant, est arrivé à toucher à une telle abstraction que même la critique la plus imperméable à ces genres cinématographiques a fini par se dire, attends, mais là il y a quelque chose, on est dans des sphères métaphysiques là, tu vois. Bon, et il a cherché ça un petit peu Walter Hill, et en même temps toutes ses racines, son amour pour la culture américaine et notamment le western l'ont ramené à la terre. Donc du coup il était moins c'est pour ça que je dis qu'il aurait pu à une époque virer Terrence Malick, tu vois. Si tu mets psychologie, métaphysique et rattachement à la source même du pays, c'est ce côté-là, c'est ce que Malick a fait dans les 70s, quoi. Mais il n'a pas pris ce chemin-là. Et donc il nous a fait Sans retour, qui, moi, à titre personnel, c'est mon film préféré de Walter Hill. Je dis pas que je le vois régulièrement, non, c'est pas un film facile à voir non plus, mais c'est celui qui dès la première vision m'a posé quelqu'un qui était maître de ses moyens, en fait. Il sait ce qu'il fait, et à chaque fois, j'ai toujours des problèmes avec les autres films de lui, y compris The Driver, Le Gang des Frères James, etc. Ou Les Guerriers de la Nuit. Ou Les Guerriers de la Nuit. Moi, j'adore Les Guerriers de la Nuit, c'est un de mes films préférés. Mais c'est vrai que c'est... voilà, moi, je pense que c'est surtout un type, en fait, encore une fois, c'est intéressant ta vision de la chose, parce que, en tout cas, par rapport à ce film-là, parce que pour moi, c'est un type, en fait, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment mon cinéaste, en fait, qui se prend pas la tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est que même si c'est hyper épuré, même si ça avance et tout, en fait, il n'y a pas de fioriture. Il fait, encore une fois, il y a plein de films qui sont moins bons que d'autres. Il s'est pris la tête, mais il te fait pas chier avec. Mais voilà, c'est ça qui est voilà. Alors, pour voir le film, donc je vous disais, je l'ai trouvé sur Amazon Prime en VF only. J'ai pas lancé la copie, je sais même pas si c'est en HD et tout. Je sais qu'il y a un Blu-ray américain zoné qui est sorti il y a quelques années, donc si vous parlez anglais, je crois qu'il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien de tout ça. Il est là-bas. Je crois qu'il n'y a pas d'édition sinon en France. Voilà, c'est quand même un film, encore une fois, assez confidentiel aujourd'hui, qui est connu par le nom de son réalisateur. Voilà, mais je pense que c'est vraiment, on est d'accord là-dessus, un film à redécouvrir de toute urgence. Voilà, quoi. Merci Rafik. Merci Steph. Et merci à tous de nous avoir suivis. Alors, si vous êtes peut-être au courant, on a lancé un Tipeee récemment. Donc, si vous aimez notre travail et que vous voulez nous soutenir, il n'y a qu'une seule adresse, c'est tipeee.com. Et en fait, les mots-clés, c'est Capture Mag. Sinon, vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur nos réseaux sociaux habituels, alors Instagram, Facebook, Twitter. Et puis, vous pouvez nous écouter sur, je crois, Apple Podcast, Google. Vous pouvez aussi nous écouter sur SoundCloud, etc., etc. Voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine fois.